quand il revenait de la campagne électorale pour son parti. Donc, nous avons intérêt à pouvoir lutter de toutes nos forces pour nous documenter sur ce qui se passe dans notre pays. Hein, je ne sais plus qui le disait, pour cacher quelque chose à certains nègres, il faut le mettre dans les livres. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la culture du livre et pourtant, nous avons des livres, nous avons des ouvrages, nous avons des documents qui peuvent nous aider à avoir la maîtrise sur ce qui se passe dans notre pays afin de mieux lutter à mettre les auteurs de tous ces crimes et de la violation permanente du droit humanitaire international hors d'état d'agir. S'il faut, par exemple, revenir sur les élections qui pourraient intervenir dans notre pays le 28 novembre, donc au cours de ce mois, dans quelques jours, je les situerai dans le cadre d'un front de lutte. Les élections à venir ne constituent pas un enjeu en soi. C'est un front de lutte. Et quand on essaie d'entendre les discours des uns et des autres, les discours des campagnes des uns et des autres, on se rend compte que l'un des enjeux majeurs de ces élections, c'est de pouvoir récupérer la souveraineté. Donc, beaucoup d'acteurs politiques estiment aujourd'hui que notre souveraineté a été confisquée par les occupants. Et quand on parle des occupants, nous ne devrions pas simplement nous limiter aux marionnettes que sont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Les occupants, c'est aussi ceux qui instrumentalisent aujourd'hui l'ONU pour pouvoir prendre notre pays en otage et le tenir sous sa tutelle depuis plus de 10 ans. Cela est important à savoir. Et quand on écoute le discours des uns et des autres, il y a une certaine diabolisation des acteurs politiques populaires. Et cela ne devrait pas nous étonner outre mesure. Pourquoi? Les oligarchies d'argent, les responsables des entreprises multinationales n'ont jamais compté avec les leaders politiques populaires. Et je dis que cela est facile à comprendre pourquoi. Si un leader politique est populaire et qu'il passe à une élection, qu'il devienne par exemple président, il se sentira redevable à son peuple. Il devra rendre compte à son peuple. Or, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises multinationales, les oligarchies d'argent et leurs petites mains du capital qu'ils utilisent n'ont jamais accepté que ceux qui dirigent nos pays, qui leur servent des réservoirs de matières premières, rendent compte à leur population. Dieu merci, aujourd'hui, dans ces pays qui ne voudraient pas que les leaders politiques puissent rendre compte à leur population, il y a des mouvements d'indignés qui se lèvent pour dire, entre autres ceci, que nous sommes 99% à ne pas profiter de toutes les richesses que notre monde produit aujourd'hui et que ces richesses profitent seulement à 1%. C'est peut-être à partir de ces mouvements d'indignés que nous pourrons demain recréer une grande synergie à même de mettre un frein à l'exploitation éhontée de nos ressources du sol et du sous-sol, comme les entreprises multinationales et les autres oligarchies d'argent sont en train de s'y livrer aujourd'hui. Et sur cette matière-là, je conseille vivement la lecture de ce petit livre de Pierre Péan, Bush le cyclone. Et dans Bush le cyclone, surtout à la page 19-20, à la page 21, vous lisez clairement, on vous dit à quoi servent les guerres depuis ce que nous sommes habitués à appeler communément la guerre froide jusqu'à ce jour. Selon Michel Collomb,
La guerre peut être froide, tiède ou chaude. Ce qui importe pour ceux et celles qui orchestrent ces guerres, c'est de pouvoir avoir accès aux matières premières stratégiques. Et entre ces oligarchies d'argent, ces multinationales, et les pays, les pays où elles opèrent, ce qui importe, c'est de dépasser les autres dans sa capacité de pouvoir avoir accès à ces matières premières stratégiques. Donc, il y a une concurrence et une compétitivité entretenue entre ces pays, une concurrence et une compétitivité qui font que quand ils doivent tuer pour avoir accès à ces matières premières stratégiques, ils n'hésitent pas du tout. Ils n'hésitent pas à un seul instant. Et pour pouvoir réussir dans cette œuvre mortifère, ces entreprises multinationales, leurs petites mains et les oligarchies d'argent se servent toujours des élites autochtones, les élites que nous dénommons souvent élites compradores. Parce que les multinationales qui opèrent de l'extérieur ne peuvent pas réussir cette œuvre de l'intérieur si elles n'utilisent pas les filles et les fils du pays. C'est ainsi qu'il y aura toujours ces élites compradores qui chercheront à coopérer avec les entreprises multinationales, les oligarchies d'argent prédatrices. Alors, ce travail, pour le réussir, ces entreprises multinationales et ces oligarchies d'argent procèdent aussi par la prise en otage des médias. Les médias qui déforment la vérité, les médias qui font de la propagande, les médias qui diabolisent les leaders politiques populaires, pour ne prendre que le cas de celui dont il est question aujourd'hui dans notre pays, Monsieur Etienne Tshisekedi. Quand vous lisez certains articles publiés dernièrement par la journaliste belge Colette Braeckman, vous sentez que ce leader, qui est quand même accueilli dans son pays comme un leader national, est catégorisé par Colette Braeckman comme étant un leader kassaïen, alors que Etienne Tshisekedi est en train de devenir aujourd'hui, ce qu'il a toujours été, un leader pour tout le Congo. Et quand on entend par exemple le discours de certains patriotes résistants, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, en Autriche, en Suisse, eux, pour ces patriotes résistants, ce qui importe, ce n'est plus tellement nos divisions tribales et ethniques, c'est notre capacité de pouvoir nous mettre ensemble pour tirer à une même corde et mettre fin à l'ignominie que notre pays est en train de subir. Donc, dans cette lutte d'émancipation des pouvoirs impérialistes et néocoloniaux, nous devons faire très attention aux médias impérialistes, aux médias dominants. Voilà pourquoi nous avons le devoir de pouvoir inventer des médias alternatifs. Et sur ce point-là, j'avoue personnellement que le travail abattu par certains d'entre nous, comme Cheikh Fita, comme Amba Oechi, comme les amis de Jean-Pierre Mbelou, et maintenant je peux même y associer Doudou Ntumba, ce travail mérite d'être exploité demain. Les médias au pays ont de la peine à pouvoir exprimer certaines réalités, certaines vérités. Pourquoi? Ils sont soumis à une certaine censure. Quand ils ne sont pas censurés, ils s'autocensurent et on pratique chez nous ce qu'on appelle le coupagisme. Il y a des journalistes qui ne disposent pas d'eux-mêmes de beaucoup de moyens. À un certain moment, ils se laissent facilement corrompre par les politiques avides d'argent et cupides pour pouvoir déformer la vérité et faire avaler cette vérité-là à nos minorités qui lisent encore. Nous devons être éveillés sur ces questions
et travailler d'arrache-pied pour que demain, notre pays soit doté des médias libres, des médias respectueux des personnes et de leurs droits, mais aussi des médias qui essayent dans la mesure du possible de rester proches de la vérité. Notre pays est en train de se mourir parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges depuis la fameuse guerre de prédation, malheureusement dénommée guerre de libération. Voilà, ce sont là autant de terrains de lutte sur lesquels nous devons pouvoir évoluer, et nous devons pouvoir y évoluer pendant longtemps. Nous devons apprendre à durer dans la lutte. Cela est important. Pourquoi? Les enjeux face auxquels notre pays est en train de se battre sont tellement importants pour le monde, pas simplement pour le Congo, pour l'Afrique, pour le monde. Alors, ceux qui savent que ce pays-là est un scandale géologique ne vont pas se réveiller demain à dire le Congo aux Congolais. Non. On comprend d'ailleurs pourquoi aujourd'hui ils sont en train de faire beaucoup de pression sur certains leaders populaires pour qu'ils travaillent avec leurs marionnettes. Non. Mais demain, il faudrait qu'au niveau du travail que nous abattons pour que notre pays s'émancipe du pouvoir impérialiste et néocolonial, nous devrions apprendre à travailler en synergie avec tous les indignés du monde, avec les hommes et les femmes de bonne volonté qui, à travers le monde, luttent pour que ce monde soit le lieu du bonheur partagé entre tous les hommes et toutes les femmes. Il y a là un travail sérieux à abattre. Dieu merci, les minorités organisées congolaises ont compris cela. Elles se sont mises à l'œuvre et je parie que les fruits ne tarderont pas à se manifester. Il nous faut beaucoup de courage, un grand esprit d'abnégation et de persévérance. S'il faut revenir encore une fois sur les enjeux des élections actuelles, nous devons pouvoir être capables de nous remémorer ce qui s'est passé dans les années 60. C'est très important. Regardez, le pouvoir colonial organise les élections démocratiques de 1960 et, contrairement à ses attentes, Lumumba gagne à ces élections. Contrairement aux attentes du pouvoir colonial, comme Lumumba faisait partie des leaders nationalistes, le pouvoir colonial a tout fait pour l'empêcher de gouverner. Et le 17 janvier 1961, Lumumba a été assassiné. Sans être un oiseau de mauvais augure, je parie que nous devons faire très attention parce que le scénario de 1960 risque de se rejouer maintenant. Quand vous écoutez certains filleuls des parrains occidentaux parler d'Étienne Tshisekedi par exemple, ils disent ceci: ah oui, il est populaire, mais il est versatile. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il est versatile? Ils ne sont pas sûrs que Tshisekedi, une fois président demain, puisse servir leurs intérêts, puisse privilégier leurs intérêts aux dépens des intérêts des Congolais. Ce fait de dire que Tshisekedi est versatile devrait attirer notre attention. Il se pourrait que si Tshisekedi, candidat favori des élections du 28 novembre, venait à passer, on puisse que les pouvoirs néocoloniaux et impérialistes puissent l'empêcher de gouverner. Nous ne devons pas écarter de nos analyses cette possibilité-là.